Hello, salut, comment ça va? Comment vas-tu bien la planète? Le podcast qui prend la température du monde. Depuis 2020, le monde connaît une pandémie nous invitant avec insistance à penser le monde d'après. Et si ce monde d'après était déjà là, au travers d'hommes, de femmes, humanitaires, missionnaires ou expatriés, qui chaque jour, aux quatre coins de la planète, vivent et s'engagent pour rendre notre monde plus soutenable. Dans chaque épisode, nous aurons l'occasion de partir à la rencontre d'une personnalité, d'un pays, d'une culture, d'un regard, d'une action en faveur des 17 objectifs du développement durable de l'Agenda 2030. Dans ce temps pandémique si singulier qui s'inscrit déjà dans les livres d'histoire, nous vous invitons à prendre la température du monde et à devenir acteurs du changement. Je suis Patrick Longchamp, journaliste. Bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète? Hello, salut, comment ça va? Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux solutions autour de la mobilité dans nos vies. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une question souvent mise de côté, même si parfois elle émerge un peu dans les médias, qui est celle de la mobilité et plus précisément celle des seniors et encore plus particulièrement celle des territoires ruraux. Nous partirons donc dans ce nouvel épisode de Comment vas-tu bien la planète en partenariat avec le RAMO, le laboratoire empirique de recherche fondamentale sur les alliances et territoires. Eh bien, nous allons partir à la rencontre de territoires, nous allons partir à la rencontre d'acteurs et d'actrices qui agissent pour la mobilité et la mobilité des seniors. La mobilité est souvent perçue comme une simple question de déplacement d'un point A au point B et pourtant elle revêt une importance capitale dans le maintien de l'autonomie, de la santé et du bien-être de nos aînés. Cependant, quand il s'agit de territoires ruraux, les enjeux se multiplient. Isolement géographique, manque de services, de transports adaptés et une démographie changeante posant des défis complexes et peut-être qu'on pourrait même qualifier d'uniques suivant les territoires. Au cours de cette émission, nous allons non seulement explorer ces défis, mais aussi mettre en lumière des initiatives innovantes, des solutions pratiques qui sont mises en œuvre pour améliorer la mobilité des seniors. Et pour m'accompagner dans cette émission, 4 invités. Tout d'abord, Angélique Giacomini, qui est directrice adjointe du réseau Ville Amis des aînés. J'y arrive. Bonjour Angélique. Bonjour. Thierry Legendre, chef du projet Petite Ville de demain du Limouxin. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors le Limouxin, on le situera, mais c'est pas dans le Limousin, c'est bien le Limouxin, c'est-à-dire aux alentours de Limoux, pour les fanats de géographie et qui aimeraient bien pouvoir géolocaliser cette communauté de communes. Et puis Félicie Joby, qui est chef du projet Mobilité des seniors chez WeMove. Bonjour Félicie. Bonjour à tous. Et puis Warda Califano, directrice régionale adjointe de WeMove en région PACA. Bonjour Warda. Bonjour à tous. Et avec vous, on verra justement ce que vous avez mis en place en PACA, justement, sur la question de la mobilité des seniors. Mais avant peut-être de parler des seniors, on va peut-être simplement parler des enjeux de mobilité, tout simplement. Je vais peut-être commencer avec vous, Félicie, puisque chez WeMove, la question de la mobilité est au cœur du projet même de cette association. Quels sont les enjeux pour les territoires sur la question de la mobilité, particulièrement aujourd'hui, et puis particulièrement pour nos territoires ruraux? Donc en effet, WeMove est une association qui accompagne les publics en situation de fragilité, donc de manière générale, à la fois les jeunes, les demandeurs d'emploi et les seniors, dans l'objectif de les accompagner vers une mobilité plus inclusive, plus autonome et surtout plus durable. Donc l'objectif, c'est que en fonction des territoires, les besoins de mobilité sont différents parce que on est parfois face à des territoires montagneux, des territoires urbains, des territoires ruraux et donc les solutions de mobilité sont pas les mêmes pour tous. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer à toute la population finalement une mobilité inclusive pour permettre aux plus fragiles de pouvoir se déplacer de manière autonome le plus longtemps possible et pour pouvoir accéder, que ce soit les demandeurs d'emploi ou les jeunes, à une formation, à un emploi, et pour les seniors de leur permettre de continuer à se déplacer et de lutter contre l'isolement de ces publics. C'était ça l'idée de WeMove au départ, parce que WeMove est une vieille structure. J'ai envie de dire, vous parliez de mobilité avant même que la mobilité soit au cœur même j'ai presque envie de dire, des politiques publiques. Il a fallu défendre votre bout de gras pour pouvoir, si je peux me permettre l'expression, pour pouvoir exister. WeMove à la base, c'est ça, c'est
poser la question de la mobilité chez les publics qui peuvent être les moins mobiles ou avoir le moins de facilité à accéder à une mobilité pour accéder en effet à un emploi, à des services? Oui, c'est ça. Donc, WeMove, vous faites bien de le rappeler, a 25 ans d'existence. Donc, ça fait 25 ans que WeMove se bat au quotidien pour permettre à tous de pouvoir se déplacer de manière la plus simple possible. On sait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne savent pas forcément utiliser toutes les solutions de mobilité existantes sur le territoire. Donc, l'objectif, c'est pas forcément de créer des nouvelles solutions, mais c'est bien d'optimiser et d'utiliser l'existant sur le territoire. Et pour ça, on travaille aussi avec tous les acteurs locaux, finalement, pour soit consolider ce qui est existant, soit créer des nouvelles solutions. Et peut-être qu'Angélique pourra en parler après. Aussi, on travaille sur l'accessibilité, finalement, des publics. Et on a pour principe de dire que tout ce qui est accessible aux plus fragiles sera forcément accessible pour tous. C'est l'enjeu de WeMove aujourd'hui. Alors l'un qui est au cœur de la question des mobilités, particulièrement dans les territoires ruraux, c'est vous, Thierry Legendre, puisque vous êtes chef de projet Petite Ville de demain de la communauté de communes du Limouxin. Et on le disait à l'instant, le Limouxin, c'est ces communautés de communes qui se situent aux alentours de Limoux. Présentez-nous un petit peu les enjeux territoriaux pour la ruralité sur les questions de mobilité. Puis on verra un petit peu plus tard la place que peuvent prendre les seniors. Mais pour une communauté de communes comme le Limouxin, la question de la mobilité, c'est au cœur de la politique publique, c'est le levier à actionner si on veut aujourd'hui faire vivre ces 30 000 habitants de la communauté de communes. C'est clairement, quand on interroge et les personnes âgées, mais aussi les jeunes et aussi les gens qui sont en situation de précarité, une des premières préoccupations. Et derrière la question de la mobilité, mais vous l'avez bien dit en introduction, c'est pas juste la question des déplacements, c'est pas juste la question des moyens de transport, c'est la question du vivre ensemble, c'est la question de l'isolement, c'est la question du lien social, c'est la question de l'accès aux services. Et que, du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que ce sont les gens qui vont vers les services, est-ce que ce sont les services qui vont vers les gens? Et dans un territoire rural, en plus, où on n'est pas loin d'une zone montagne, où on compte pas en kilomètres, mais on compte en temps de déplacement, la problématique, elle est extrêmement importante. Et du coup, c'est devenu effectivement un enjeu central pour nos territoires, pour lutter et contre l'isolement. Et il y a quand même un élément qu'on n'a pas forcément évoqué jusqu'à maintenant, mais on est aussi dans un cadre plus global de lutte contre le réchauffement climatique, et que du coup, cette donnée-là est essentielle, parce que sinon on pourrait dire, bon ben voilà, une voiture thermique pour tout le monde, le problème est résolu, des taxis pour tous ceux qui ne peuvent pas conduire, et puis il n'y a plus de problème de mobilité, mais que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue faisabilité et réchauffement climatique, on voit bien que là, la problématique est importante. Et moi, en tant que généraliste, je suis chef de projet Petite Ville de demain, donc globalement un peu un expert de tout. Je vois bien que du coup, la question de la mobilité, elle embrase l'ensemble des thématiques. Et moi, mon objet, c'est justement de faire travailler tout le monde sur cette question-là, y compris en termes de services, en termes de santé, etc. Mais j'ai envie de dire, si on fait un mind map du développement territorial, est-ce qu'on commence par la question de la mobilité? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met la mobilité au centre en se disant, la mobilité, ça va être la clé de l'attractivité, la mobilité, ça va être la clé du développement économique, la mobilité, ça va être la clé du bien-être des habitants de cette communauté de communes, parce que de fait, ils vont pouvoir accéder à des services qui ne sont pas forcément là. Est-ce que finalement, c'est le point central dans la politique publique ou dans les politiques des petites villes de demain, la mobilité? Vous auriez posé la question il y a 10 ans. Ouais, vous m'auriez dit oui. La réponse, elle aurait été non, parce que c'était pas flagrant. Aujourd'hui, de plus en plus, on s'aperçoit que c'est ce qui fait sens en matière de ruralité. Et c'est ce qui pose souci. Et y compris quand on parle d'accès aux soins, se pose aussi la question de la mobilité. Comment on va aux soins quand on est une personne âgée qui habite à 1 heure, 1h30 via les transports en commun d'un hôpital ou d'un centre hospitalier.
Alors quand on est au cœur d'un territoire comme le vôtre, dans le Limousin, Thierry Legendre, comment on travaille aussi j'ai envie de dire, les interconnexions avec les autres acteurs de la mobilité? Parce que je suppose que quand on est au cœur d'une communauté de communes plutôt rurale comme la vôtre, l'interconnexion se fait aussi avec les grandes villes, avec les métropoles, avec les grosses communautés de communes. Et les politiques, j'ai envie de dire, de mobilité sont peut-être pas les mêmes. Vous avez peut-être des besoins auxquels ces grandes métropoles ne peuvent pas forcément répondre. Et à un moment donné, il faut pouvoir se mettre autour de la table pour parler le même langage, pour dire ses besoins. Comment ça se travaille dans un département comme celui de l'Aude pour vous, Thierry Legendre? Alors, d'une part, on est obligé de travailler tous ensemble parce que, en termes de domaine de compétences, aujourd'hui, la mobilité, c'est une compétence région. Euh, Sauf que pour la région, Limoux, Clusa, c'est un peu loin, quoi. Et du coup, l'idée, c'est comment nous, on peut avoir une réflexion au niveau local en s'appuyant sur les domaines de compétences des uns et des autres, que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit l'État. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à faire travailler tout le monde ensemble, y compris les associations, parce qu'on a, nous, une expérimentation de covoiturage avec le tissu associatif qui notamment accompagne les personnes âgées qui peuvent les appeler, parce qu'aujourd'hui sur le covoiturage, on est sur de la plateforme, mais quand vous êtes en zone blanche, quand vous avez plus de 80 ans, aller sur une plateforme de mobilité, enfin, c'est loin d'être évident. Donc du coup, ça veut dire qu'on est obligé de tous travailler ensemble, et c'est ça qui est aussi intéressant parce que ça oblige tout le monde à avoir une réflexion sur le local et sur les besoins du local, sachant qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, et y compris, même s'il y a des choses qui se retrouvent entre territoires ruraux, d'un territoire rural à un autre, on n'a pas non plus les mêmes possibilités, les mêmes solutions. Alors avant de parler de la place de nos seniors et de laisser la parole aussi à Angélique Giacomini, de l'association Ville Amis des Aînés, j'aimerais avoir votre regard aussi, Warda Califano. Quand on parle de PACA, on voit des grosses villes du bord de mer, et pourtant PACA, c'est aussi un territoire très rural. Comment WeMove adresse cette ruralité en PACA? Alors effectivement, il y a une disparité entre les territoires, en PACA notamment, avec des départements qui effectivement se comptent en distance, en heures et pas forcément en kilomètres entre un point A et un point B. Donc aujourd'hui, nous avons des plateformes mobilité et des conseillers en mobilité, que ce soit sur le volet insertion ou que ce soit sur le volet senior. Et la solution pour nous se situe vraiment au cœur de l'accompagnement et intégrer en fait un réseau d'acteurs pour pouvoir amener des solutions. Elles ne sont pas toutes effectivement à portée de main, mais d'être là en termes d'information, d'orientation et de travailler sur des ateliers d'accompagnement pour pouvoir répondre à ces besoins. C'est déjà un premier élément de réponse qu'on peut proposer au public que l'on accompagne. Alors c'est qui justement les publics que vous accompagnez? Vous dites on fait des ateliers, mais vous faites des ateliers avec qui et avec quel objectif? Est-ce que vous faites des réponses à des appels publics sur des questions de mobilité, ou est-ce que vous allez au-devant des acteurs publics pour leur faire des propositions, ou est-ce que c'est pas forcément des acteurs publics, mais c'est peut-être aussi des acteurs privés? Qui c'est vos publics, Warda Califano? Alors un peu comme l'a cité Félicie, WeMove, c'est 25 ans d'âge. Tout début, c'était de l'accompagnement en direction des publics fragiles dans des démarches d'insertion socio-pro. Aujourd'hui, on s'est développé parce que le besoin a été identifié un petit peu avant les années Covid en direction des seniors. Et donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur des réponses à des mobilités inclusives, en fait, des réponses à de l'accompagnement vers la mobilité inclusive. Donc, une égalité au niveau des déplacements pour tous. Alors ça j'ai bien compris, mais c'est qui vos clients? Alors c'est les EHPAD vers qui vous allez, vous faites des ateliers, mais vous les faites avec qui ces ateliers, et ils ont quoi pour vertu derrière? Alors, on ne va pas les appeler les clients. Alors, vos partenaires, si vous voulez. Tout à fait. Donc, des partenaires, des prescripteurs. Concernant aujourd'hui les seniors, nous avons nous avons soutenu un projet auprès des départements, en l'occurrence sur les Bouches-du-Rhône,
Et nous travaillons aujourd'hui avec la conférence des financeurs pour répondre à des besoins de seniors à travers les maisons du bel âge, des CCAS, différents bailleurs sociaux. Nous travaillons également au sein de centres sociaux pour amener, en fait, identifier des besoins sur les territoires et mener des actions collectives, également des actions individuelles avec des réponses appropriées par rapport aux freins que l'on peut rencontrer avec les différents seniors. Donc, ce sont différents ateliers et avec différentes réponses. Et on verra peut-être de manière plus concrète à la fin de cet échange justement ce que vous avez mis concrètement en place et quels sont les impacts réels sur le territoire, parce que bon, c'est bien de faire des ateliers, mais à un moment donné, il faut avoir une réponse territoriale efficace et impactante. Angélique Giacomini, vous êtes donc responsable de l'association Ville Amis des Aînés, une association qui regroupe toutes ces villes qui s'intéressent à la question et à la place de leurs aînés dans les territoires. J'en connais quelques-unes, mais vous vous intéressez aussi à la mobilité et aux enjeux des seniors. Comment la mobilité s'intègre-t-elle dans une approche globale des besoins des seniors, Angélique Giacomini ? Oui, alors ce programme Ville et communauté Amis des aînés qui montre aussi l'intérêt des collectivités de toute taille et dans leur diversité à ce sujet a été initié donc à l'origine par l'Organisation mondiale de la santé. Nous, notre association est affiliée au réseau OMS des villes et communautés Amis des aînés, avec vraiment pour objectif principal de changer le regard qui est porté sur le vieillissement. Donc nous, au cœur de la mind map, comme vous dites, c'est le vieillissement et ce sujet de la qualité de vie dans l'avancée en âge. Et l'enjeu, il est vraiment de changer de regard sur ce vieillissement d'un point de vue individuel comme d'un point de vue collectif pour finalement le regarder comme une opportunité et comme une chance à la fois pour les territoires et pour les personnes qui vieillissent. Mais pour traduire cela très concrètement en termes d'usage en fait au quotidien comme une chance, parce qu'on le voit souvent plutôt comme un poids, comme une charge, comme quelque chose de difficile, de compliqué. Donc pour traduire en fait cette opportunité en une réelle chance individuelle et collective, l'enjeu pour nous, il est de réfléchir à la manière dont on construit les territoires pour sortir de la vision compensatoire, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire arrêter de faire des choses pour les aînés spécifiquement sous prétexte qu'ils peuvent pas utiliser les services qui sont proposés au plus grand nombre. Et donc nous, notre enjeu, il est de venir travailler, donc la mobilité est un des 8 thèmes du programme Amis des aînés, mais sur la mobilité, on vient de dire, pourquoi est-ce qu'on devrait mettre en place une navette pour les aînés alors qu'il y a du transport en commun? Qu'est-ce que ça vient dire? Pourquoi est-ce que les aînés ne peuvent pas l'utiliser? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire du transport à la demande alors que les aînés sont censés pouvoir encore se promener dans leur quartier ou faire des choses avec l'automobile? Qu'est-ce que ça vient dire en fait dans les obstacles qui se présentent à eux dans l'avancée en âge et que quelquefois on oublie de prendre en compte quand on construit un territoire dans sa dimension sociale comme dans sa dimension bâtie, en fait. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est pour les grandes villes, les grandes métropoles, mais pour le rural, c'est le même constat, Angélique ? Ouais, alors oui. Alors par rapport à ce qui a été dit avant, moi je dirais que finalement, dans ce qu'on observe au réseau, on a aujourd'hui un peu plus de 300 adhérents qui vont du tout petit village de 300 habitants à la ville de Paris, mais aussi des intercos, des comcom, des communautés d'agglo, des départements, la première région également qui vient de nous rejoindre. Donc dans cette diversité de territoires, moi le sentiment que j'ai, sachant que un des piliers de Ville Amis des aînés, c'est la consultation des aînés, donc on entend avant tout, et on part de là dans la réflexion, on entend la parole exprimée par les aînés dans les territoires. Moi, j'ai le sentiment que les besoins et les aspirations des aînés sont très comparables, quels que soient les territoires. C'est-à-dire que finalement, les aînés veulent être mobiles, être libres, être citoyens, être acteurs, avoir un habitat qui leur convient, avoir accès à de la culture, à des loisirs, être regardés comme des habitants avant d'être regardés comme des personnes âgées, etc. Par contre, la diversité des territoires, leur particularité fait que les réponses à apporter sont différentes, en fait. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes atouts, pas les mêmes obstacles, pas les mêmes opportunités, pas les mêmes contraintes. Et donc, dans les réponses, par contre, ça foisonne d'initiatives innovantes qui correspondent aux particularités locales. Comment vous réagissez, vous, Thierry Legendre? Parce que vous êtes au cœur du problème. Qu'est-ce que vous avez mis, vous, en place sur la mobilité des seniors dans la communauté de communes du Limousin?
Alors, je vais peut-être pas aller dans le sens parce que nous, on a mis un transport à la demande. Sur, C'était ma question suivante. Est-ce que le transport à Ça la ne veut demande pas est la dire qu'il ne faut solution? pas le faire. pour la communauté de communes du Limousin. Mais non, c'est très très intéressant ce qui vient d'être dit parce que moi, ma réflexion, c'est pas de faire spécifiquement pour une catégorie de personnes. Et puis on voit bien, enfin, je veux dire, vous prenez les trottoirs. Ce qui pose question vis-à-vis des personnes âgées, vous allez vous retrouver avec le même questionnement sur les personnes en situation de handicap, le même questionnement avec les familles et les poussettes. Donc, ce qui est bien pour les uns est bien pour les autres. On a fait des assises de la jeunesse et ils connaissaient pas le transport à la demande. Et je leur ai dit, mais enfin, le transport à la demande, c'est pas pour les personnes âgées. Hein. Vous pouvez le prendre. Les jeunes et moins jeunes, tout le monde a le droit de le prendre. Mais ça permet notamment, parce que la question c'est notamment comment on va au marché. Donc ça permet effectivement à des gens d'aller Faire au leurs marché courses, voilà. et puis d'aller aussi à un certain nombre de commerces, d'aller sur des entretiens médicaux, etc., etc. Après, moi, ce que j'aimerais qu'on arrive à développer, parce que on nous explique que le monde est devenu complètement individualiste et que c'est chacun pour soi, chacun sa voiture individuelle et on ne fait pas monter une autre personne dans sa voiture. Sauf qu'on voit au moment des inondations qu'on a eues qu'il y a eu une solidarité absolument impressionnante. Nous, on a un territoire où il y a une population un peu alternative qui fait beaucoup d'autostop et du coup, on s'aperçoit que la solidarité marche beaucoup. On s'aperçoit que le covoiturage, si les gens se connaissent pas, les personnes âgées, parce que autant les jeunes, ils prennent leur portable et ils font du covoiturage, enfin comme vous allumez la télévision, hein. Mais les personnes âgées, elles ont besoin de connaître la personne avec qui elles vont covoiturer. Donc ça veut dire qu'il faut créer du lien social, des espaces où elles puissent échanger, se rencontrer. Et je pense que là, on a effectivement une possibilité de recréer du lien social via le covoiturage pour permettre aux gens de ne pas attendre forcément qu'il y ait le TAD. Alors, excuse-moi, le transport à la demande, Transport. qui passe, mais de se dire voilà, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs possibilités, la solidarité peut en faire partie, et c'est comme ça qu'on va effectivement pouvoir développer un certain nombre de choses. Nous, le covoiturage marche quand même plutôt bien, même si à mon avis, il faut encore créer plus de liens sociaux pour permettre qu'il marche davantage Alors, sur ces populations-ci. comment vous l'organisez, ce covoiturage? Vous avez mis en place une plateforme de covoiturage. J'en pense à une en particulier que j'ai découverte en préparant cet échange qui s'appelle covoite.net, qui est un système de covoiturage pour aller tous au même endroit. Et au départ, c'est fait pour les mariages, les anniversaires et les festivals. Mais je me dis qu'aller tous au marché le même jour, à la même heure, ça peut être des plateformes. Comment vous le développez? Vous avez développé un outil? Vous vous êtes appuyé sur un outil? Alors nous, on a plusieurs outils. Parce qu'en fait, comme on commence sur cette question-là, chacun développe un peu ses outils de son côté. Nous, on a une plateforme qui a été montée par le conseil départemental qui s'appelle Mobilode, donc qui permet aussi bien sur les trajets du quotidien que sur les trajets pour les événements. Par exemple, demain, j'ai un événement moi sur Narbonne. J'ai mis une annonce pour pouvoir covoiturer et pour pouvoir y aller. On a une association qui s'appelle La Trame, qui là, par contre, vous pouvez l'appeler en direct. Donc, les personnes qui ne maîtrisent pas l'informatique, ils appellent et c'est eux qui les mettent en contact sur des solutions de covoiturage. Félicie, je vous ai vu voulant réagir à ce que disait Thierry. Oui, je vais surtout finalement rebondir et rejoindre ce que disait Thierry sur la nécessité de créer du lien social entre les gens. On se rend compte, nous, au sein des accompagnements qu'on a chez WeMove, que aujourd'hui, les gens ne sont pas informés de ce qui existe et de comment ça peut être utilisé. Et donc, c'est vraiment l'objectif, finalement, et ça rejoint ce qui a été dit sur le fait qu'il y ait des jeunes qui ne connaissent pas le transport à la demande. Alors, je fais juste une petite aparté. Le transport à demande n'est pas forcément accessible à tout le monde parce que sur certains territoires, c'est conditionné aux personnes PMR ou à un âge. Mais en tout cas, en effet, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans nos accompagnements, il y a 80% quand même qui nécessitent de l'information, du conseil, du coaching finalement à ces gens
pour qu'ils puissent connaître les solutions qui sont existantes et se les approprier et mieux appréhender finalement ces solutions existantes sur les territoires. Ça veut dire quoi, Félicie? Ça veut dire aujourd'hui que les collectivités ne communiquent pas assez sur ces solutions-là, même si c'est au cœur même de leurs attentions de politique publique, de politique de mobilité. Comment ça se fait qu'en fait, tout cet outil de prévention, de communication n'arrive pas finalement jusqu'au destinataire? Parce que c'est ça en fait que vous venez de nous dire. Je ne prendrai pas la parole à la place des collectivités, mais en tout cas, je pense que sur certains territoires, en effet, il y a un manque de communication qui est certain. Et aujourd'hui, en fait, finalement, l'enjeu, c'est de pouvoir construire, comme l'a dit Warda, de se mettre en réseau et de construire un réseau entre des partenaires, des acteurs, que ce soit à la fois les partenaires prescripteurs avec lesquels nous on peut travailler, les collectivités, les opérateurs de mobilité en EM, pour que finalement un maximum de la population puisse être au courant et puisse s'approprier au mieux finalement les solutions existantes. Angélique, quel rôle doivent jouer les collectivités locales dans cette amélioration de mobilité des seniors? Un rôle de catalyseur, on sait qu'au Rameau on aime beaucoup ce terme de catalyseur. Elles ont un rôle d'initiateur. Quel doit être le rôle des collectivités dans cette mise en place du Faire Alliance finalement autour des mobilités seniors? Tout à fait, oui, c'est ça, un catalyseur, un ensemblier. En fait, le rôle de la collectivité, c'est de s'assurer que les habitants, quel que soit leur âge et quels que soient leurs besoins ou leurs envies, aient la possibilité de continuer à être libres, à être citoyens, à être acteurs, à être actifs de leur territoire. Et moi, j'aimerais dire une chose qui est importante, c'est que le problème, c'est que souvent, quand on parle du sujet du vieillissement, on part par l'entrée de l'incapacité. Mais c'est le territoire qui génère de l'incapacité. L'incapacité, elle ne vient pas des personnes elles-mêmes. C'est-à-dire que quand on a un système de transport en commun qui nécessite pour prendre un ticket, d'utiliser un automate tactile avec la carte bancaire, quand les itinéraires et les horaires sont dématérialisés, quand on peut pas s'asseoir dans le tram, en fait, c'est là qu'on génère de l'incapacité. C'est pas les personnes le problème, hein, c'est ce qu'on construit et la situation dans laquelle on les positionne. Donc le rôle de la collectivité, c'est de se questionner sur les particularités en fait des habitants, pour que ce fameux transport à la demande, je ne suis pas du tout contre les transports à la demande, mais pour qu'il fonctionne, pour qu'il soit pertinent dans un territoire, il doit s'adresser uniquement à une frange minime de la population qui ne peut pas utiliser un autre transport. Sinon, d'un point de vue économique, de faisabilité pour la collectivité, comme d'un point de vue d'inclusion des gens dans la société, si on leur dit vous avez besoin d'un transport finalement particulier parce que vous n'avez pas la capacité, vous êtes différent et vous ne pouvez pas utiliser les mêmes modes de déplacement que les autres. Il faut vraiment que ce soit à une marge et qu'il y ait des raisons particulières pour ça. Et l'enjeu, il est de permettre au plus grand nombre de continuer à être libre, autonome, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas du coup s'occuper des autres, mais cette norme pour qui on crée des politiques publiques doit être la plus large possible, elle doit mieux être intégrée. Et pour ça, il faut faire appel aux habitants eux-mêmes pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils vivent dans le territoire. Et souvent, c'est des besoins de réassurance. Et juste un petit complément, on parle beaucoup depuis tout à l'heure de transport à la demande ou de transport public, etc. Moi, je voulais redire qu'en particulier dans l'avancée en âge, mais c'est vrai à tous les âges, le premier mode de mobilité, c'est nos jambes. Et la marche est quelque chose d'essentiel. Et voilà, je pense pour la santé et l'activité physique adaptée, comme on dit, elle est essentielle aussi pour la bonne santé. Ce que vous voulez dire aussi, Angélique, c'est que, et peut-être que Thierry nous le dira, ou peut-être Warda ou Félicie, la place aussi de la réflexion urbanistique, de la planification de l'urbanisme est essentielle dans la question des mobilités. Ça vous fait rire, Thierry, pourquoi ? Oui, parce que ça fait des années moi que j'essaie d'expliquer que la question de la mobilité, elle se réfléchit au tout départ. C'est-à-dire à chaque fois qu'on fait un nouveau quartier, un nouveau lotissement, un nouvel équipement, faut réfléchir à la mobilité. Et souvent on le fait pas. Et c'est ça qui pose derrière souci. Alors, on le fait pas au départ, et puis après, on rame, on cherche les solutions, et puis finalement, on s'aperçoit que ça coûte cher ou qu'on sait pas faire. Alors que si on avait réfléchi en matière de mobilité dès le départ,
Du coup, on aurait trouvé des réponses, des solutions, et que là, maintenant, c'est un peu trop tard. Donc, c'est pour ça que la question de la mobilité, comme je disais au départ, elle peut pas se penser de façon complètement thématique. C'est quelque chose d'extrêmement large, et on doit associer. Moi, je sais que je fais des réunions mobilité avec mes collègues. J'associe le directeur de l'urbanisme, j'associe le directeur de l'office de tourisme, j'associe la personne qui est au CIAS, s'occupe des personnes âgées. Voilà, j'associe tous les gens qui, aujourd'hui, peuvent avoir un impact sur cette question. Et ils le comprennent quand vous les réunissez. Ils se demandent pas au départ, mais pourquoi est-ce que je viens là? Ou est-ce qu'il faut encore faire preuve de pédagogie pour mettre tous ces publics autour de la table, pour leur dire la mobilité, on va en parler, parce que là, chacun là où vous êtes, la mobilité est un élément central du développement de vos activités, de vos actions et de nos politiques publiques? Alors ça avance. Au départ, effectivement, ils se demandent mais pourquoi tu m'invites? Moi, je ne travaille pas sur la mobilité. Je dis mais oui, mais regarde, là, dans tes objectifs, il y a quand même un élément sur la mobilité. Là, regarde, si tu fais ça, ça va avoir des impacts en matière de mobilité. Donc aujourd'hui, ça commence effectivement à venir, à prendre, et aujourd'hui, c'est plus un sujet. Mais en France, on a un souci quand même. On travaille beaucoup en verticalité. On a du mal à travailler en transversalité. Et nous, on est vraiment complètement sur du transversalité. Et la mobilité, c'est un bon moyen de travailler sur la transversalité, mais y compris avec les espaces verts. Warda, je vous ai vu me faire un signe. Vous voulez réagir à ce que dit Thierry? Parce que vous avez dû expérimenter ça dans l'expérimentation qui a été faite sur PACA, sur votre projet d'ailleurs de développement PACA, sur la question de la mobilité des seniors. Ça vous fait réagir? Alors, effectivement, c'est beaucoup en verticalité au niveau des réflexions qui ont été apportées. J'irais un petit peu plus loin, mais la question de la mobilité, elle se réfléchit dès le plus jeune âge. Je pense que c'est un module que l'on doit associer chez les scolaires très jeunes, au-delà du fait que les scolaires aujourd'hui prennent pour certains les transports en commun pour se rendre sur leurs établissements. On peut peut-être aussi réfléchir au-delà du BSR pour l'accès au permis de conduire, la SSR, pardon, qui est enseignée en 4e et en 3e. Peut-être quels sont les différents modes de déplacement qui existent sur leur territoire pour qu'ils puissent déjà avoir ces réflexions au niveau de leur mouvance. WeMove crée aujourd'hui une école de la mobilité avec des métiers donc de conseil en mobilité, vraiment pour que ce soit au cœur du sujet de tous, que ce soit les accompagnateurs à l'emploi, mais également peut-être les travailleurs sociaux de demain pour l'accompagnement des seniors. Donc ça, c'est un premier élément de réponse que le tissu associatif peut apporter en termes d'accompagnement. Sur Marseille, et pas que, puisqu'en fait, nous avons des plateformes mobilité sur un grand nombre de territoires, donc sur plusieurs régions. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, en PACA, nous en avons 5, dont les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence également. Donc, avec la question de la ruralité et les déplacements sur des zones blanches en zone montagneuse, où il y a un travail qui est à faire, donc avec des conseillers mobilité, des solutions matérielles et des solutions pédagogiques qui sont menées. Donc, je pense que c'est à ça que vous faisiez allusion. Exactement. Alors justement, moi, ce que je veux savoir, c'est quelles sont ces solutions que vous avez mises en place en région PACA, concrètement parlant. J'ai évoqué tout à l'heure les ateliers, mais effectivement, les ateliers arrivent parce qu'ils sont co-construits avec les différents prescripteurs et les différents partenaires qui nous font remonter les besoins sur les territoires. Et donc, à travers ces actions que nous menons, c'est vraiment travailler sur un volet pédagogique. Et sur les ateliers, ça va être savoir se repérer dans son environnement, ça va être de savoir se déplacer grâce aux outils numériques. On sait pertinemment que les seniors aujourd'hui n'ont pas tous accès ou ne savent pas tous utiliser les outils numériques. Néanmoins, on est vraiment sur une entrée globale au niveau des différents ateliers. Et puis après, en ressortiront des accompagnements individuels par rapport aux besoins qui peuvent être identifiés auprès de chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez dans une commune rurale du PACA, vous allez solliciter par le biais de la mairie des invitations
à la population en disant aujourd'hui on fait un atelier sur de l'usage des outils numériques, ne serait-ce pour prendre un ticket de car pour se rendre à Marseille ou à Aix C'est et c'est exactement ça, ça. c'est ça. Tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, nous intervenons sur les 43 maisons du bel âge qui se situent sur les Bouches-du-Rhône. Mhm. Donc, des seniors sont informés de l'atelier, des ateliers qui sont programmés au sein de ce lieu de proximité, avec des thématiques qui sont précisées. Donc, se déplacer par les transports en commun, en l'occurrence, s'initier à la mobilité, les enjeux, quels sont-ils? Enfin, il y en a plusieurs comme cela. Mm. Et puis, on propose différentes étapes par rapport à ces ateliers, différentes réponses, nous assurer qu'ils connaissent les actions de leur territoire. S'ils ne les connaissent pas, nous les amenons donc à les découvrir, à les manipuler, à télécharger des applications quand elles existent. Voilà, donc c'est sur ces formats-là que nous les proposons. Thierry, vous utilisez les services de WeMove ou des choses équivalentes sur le territoire du Limousin? Ouais, WeMove est présent chez nous. Donc, effectivement, on travaille avec eux sur cet accompagnement-là. Mais je connaissais aussi les villes amies Des aînés? des aînés, parce que je les avais contactés à un moment donné, parce que je trouvais la logique très intéressante et d'avoir cette focale en disant effectivement comment les personnes âgées, y compris dans les communes un peu plus grandes, parce qu'on a quand même une commune de 10 000 habitants, au-delà de la ruralité, comment on réfléchit l'urbain dès le départ en pensant à l'ensemble de la population. Alors aujourd'hui, vous pouvez dire qu'il y a un impact. Vous avez pu mesurer cet impact? Je poserai peut-être la question aussi à Warda parce que, ou à Félicie, mais on peut mesurer cet impact. Vous avez le sentiment aujourd'hui que les seniors sur le territoire aujourd'hui sont plus agiles sur ces questions de mobilité? Oui, je pense qu'il y a effectivement une évolution, mais alors pour WeMove qui est là depuis 25 ans, ils peuvent se dire il était temps, mais je trouve que depuis quelques années, ça progresse assez vite, assez rapidement. On parle aussi beaucoup de mobilité douce, même si on n'a pas évoqué le mot jusqu'à maintenant. On parle de la marche, mais ce qui veut dire la marche, c'est que faut que nos routes, d'un point de vue urbanistique, se soient aussi adaptées. Donc voilà, on réfléchit à tout ça. Et moi, je vais faire un séminaire mobilité là avec tous les élus de la communauté de communes. Donc c'est 76 communes avec des communes extrêmement rurales, pour leur proposer aussi toutes les solutions qui peuvent exister ailleurs. Oui, parce que dans un territoire comme le vôtre, mais dans d'autres territoires aussi, vous parliez des mobilités douces et on pense au vélo. Il faut aussi que nos centres-villes soient accessibles au vélo, que l'interconnexion entre les différentes villes et villages de votre territoire puisse être aussi accessible et sécurisée, parce que c'est bien de promouvoir la mobilité douce, et là on en revient à ces politiques publiques, urbanistiques de territoire qui sont transversales, Thierry Legendre. Oui, mais comme ça fait des dizaines d'années qu'on construit pour la voiture et non pas pour le bois, faut essayer de sortir un petit peu de entre guillemets la dictature de la voiture pour faire en sorte que nos espaces elles soient aussi adaptés et pour les vélos et pour les piétons et pour les autres possibilités de déplacement. Angélique, alors, vous vouliez réagir à ce que disait notre ami Thierry Legendre? Ouais, je pense en effet qu'il y a quelque chose d'intéressant à soulever, c'est l'importance de ne pas opposer les modes de mobilité. De la même manière que je pense qu'on ne devrait pas opposer les défis majeurs que sont par exemple le défi écologique et le défi démographique. Et c'est souvent le cas, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Effectivement, il y a un enjeu majeur à permettre la marche, les mobilités douces et la marche. Alors on parle effectivement de trottoirs accessibles, mais aussi de toilettes publiques, de structures de repos, parce qu'en fait permettre aux gens de continuer à marcher, à se déplacer, à être mobiles dans le territoire, c'est aussi les rassurer et de leur permettre de se dire qu'ils peuvent continuer à aller et venir sans se mettre dans un sentiment d'insécurité en fait. C'est la même chose avec le vélo, avec la pratique du vélo. Nous, on a plein de territoires d'ailleurs qu'on a financé via le fonds d'appui pour certains, mais qui travaillent, par exemple, je pense à Bourges en l'occurrence, qui a travaillé sur le vélo électrique pour les personnes âgées. Mais voilà, on a plein d'autres territoires qui font des choses autour de ces sujets. Mais la voiture,
reste un besoin pour un certain nombre de personnes âgées et on peut pas juste leur asséner tout d'un coup du jour au lendemain alors qu'ils ont vécu aussi avec une autre génération où l'automobile a été aussi un vecteur d'autonomie et en particulier dans des milieux ruraux. On a des dames pour qui ça a été le vecteur d'autonomie, l'automobile. Et puis, on sait que ça va être un événement rupteur. Et puis d'émancipation aussi. Enfin, vous dites d'autonomie, mais aussi d'émancipation pour les femmes. Tout à fait. Et ça va être un événement rupteur dans le parcours de vie. Quand à 75 ans, vous dites à quelqu'un il faut plus conduire parce que la voiture c'est mal, donc on met plus de parking en proximité, donc ceci, donc cela. En fait, ça va avoir des répercussions sur les parcours individuels qui sont difficilement mesurables. Donc ça veut pas dire qu'il faut faire la promo de la voiture. On est en train d'accompagner les générations nouvelles dans des nouveaux modes de vie, mais on ne doit pas mettre en concurrence les différents modes de déplacement et faciliter la mobilité pour tous. Félicie, vous vouliez réagir ? Oui, je rejoins ce que dit Angélique sur le fait qu'aujourd'hui, on voit bien que les seniors sont quand même très très dépendants de l'utilisation de la voiture et qu'en effet, si demain on leur enlève la voiture, ça peut être synonyme de mort sociale. Donc il faut les accompagner finalement aussi, et c'est en lien avec ce que pouvait dire Warda tout à l'heure. On a des actions de prévention, mais pas que WeMove, il y a d'autres associations sur les territoires aussi qui peuvent accompagner pour revoir le code de la route, dans un souci de continuum éducatif. C'est dès le plus jeune âge, mais c'est aussi... Finalement, à tout âge de la vie, on a besoin de se remettre à niveau. Par contre, en revanche, il y a aussi des sujets sur une dame qui est conduite par son conjoint tout au long de sa vie, son conjoint décède, elle ne peut plus conduire. Comment on l'accompagne pour que finalement, elle puisse en effet continuer à sortir, continuer à accéder à ses rendez-vous de santé. Donc il y a tout un sujet sur l'accompagnement de ces personnes et comment... Et puis il y a aussi tout un travail de préparation, je ne vais pas appeler ça de prévention, mais de préparation à la perte d'autonomie automobile, c'est-à-dire la personne qui a toujours été autonome, peut-être la préparer en se disant il y aura d'autres solutions, c'est pas parce que vous ne pourrez plus conduire que vous ne pourrez plus vous déplacer, que vous ne pourrez plus aller voir vos amis, votre famille, etc. Mais ça se prépare parce qu'il y a des peurs, des leviers de peur à lever. C'est aussi ce que vous faites dans vos ateliers, Warda Califano, en PACA ? Tout à fait, ça s'appelle l'initiation au changement de pratique et vérifier donc que ce sont des éléments qui sont réalisables sur le territoire. Donc on passe en fait de la théorie à la pratique avec le conseiller en mobilité qui va les amener à pouvoir se déplacer autrement à travers les réseaux de transport en commun qui existent, mais également des plateformes de covoiturage. On peut également les inciter à aller vers des vélos-écoles. Certains jouent le jeu à ce niveau. Je crois Mais Thierry va nous donner un exemple. Je sens qu'il veut réagir, mais terminez votre phrase quand même, Warda. Allez-y. Non, mais de toute façon, ça rejoint complètement ce que vous étiez en train de dire. Donc, à travers ces accompagnements, c'est démontrer que la voiture, écoutez, ça fonctionne plutôt bien pour certains encore. Combien de temps ? Mais voilà, il y a aussi ces nouveaux modes de déplacement qui sont plausibles et comment les mettre en place et comment les sécuriser. Thierry, vous vouliez réagir donc ? Oui, on travaille aussi sur une expérimentation, une réflexion sur ce qu'on appelle le transport solidaire, c'est-à-dire comment celui qui peut conduire peut amener les gens là où ils ont besoin d'aller. Et on s'aperçoit que dans le transport solidaire, on n'amène pas juste quelqu'un, c'est-à-dire que on l'amène, on l'attend, et puis on peut aussi aller faire ses courses avec lui. Et voilà, donc c'est la solidarité dont je parlais tout à l'heure, qui doit effectivement peut-être s'organiser aujourd'hui de façon différente, parce qu'il y aura de plus en plus de personnes âgées, potentiellement de plus en plus de personnes qui auront des soucis en matière d'autonomie, et je pense que c'est important, notamment en milieu rural, de pouvoir organiser un petit peu cela, mais moi je crois beaucoup sur la solidarité, le lien humain, l'intergénérationnel sur ces questions-là. Vous avez des personnes âgées qui ont des véhicules et des jeunes qui n'ont pas de véhicules, pourquoi pas le prêter. Est-ce que tout le monde doit avoir un véhicule, une voiture en propriété, ou est-ce qu'on peut développer de l'autopartage qui permet que quand on en a besoin que 2 fois par semaine, on puisse la prendre comme on veut. Donc voilà, mais encore une fois, il n'y a pas une solution.
Mhm. Il y a Mais une c'est ce que multitude de solutions qui s'adaptent à chacun et à tous. c'est ce que je disais aussi au début. Il y a une boîte à outils de solutions. Il y en a peut-être d'autres encore à créer, mais en tout cas, chaque territoire est unique et j'ai envie de dire, sa démographie, son développement économique, sa situation géographique, qu'on soit dans la Beauce ou dans la montagne, on ne va pas travailler la question de la mobilité de la même manière. Angélique. On va pas le travailler de la même manière, mais qu'on soit à la ville, à la campagne, dans un petit territoire ou dans un gros, je crois que élus ou professionnels ou habitants, personne ne dira que la mobilité n'est pas un sujet, que le vieillissement n'est pas un sujet, que le défi écologique n'est pas un sujet. Donc on est vraiment au cœur des priorités Mm. aujourd'hui des collectivités locales. Ouais. Là, on parle. Oui, Thierry, allez-y. Oui, juste sur le côté par rapport à la réflexion du faire alliance, parce que vous avez interrogé Ah tout bah à l'heure justement, j'y arrivais. les collectivités locales, et puis j'ai pas pris la parole à ce moment-là. Enfin, le séminaire que je fais, moi, c'est pour arriver à déboucher sur un schéma intercommunal des mobilités et essayer que tous ensemble, l'ensemble des acteurs du territoire, mais avec les gens eux-mêmes, avec les associations, avec les entreprises, on puisse avoir collectivement cette réflexion et proposer des solutions, parce que on sait bien que si on n'est pas tous ensemble sur cette question-là, on n'y arrivera pas. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées sur plein de choses, et voilà, chacun peut mettre sa pierre à l'édifice, et que nous, on a toute légitimité. Alors même si on n'est pas autorité organisatrice de mobilité, donc on n'a pas la compétence, etc. Par plein d'autres biais, on peut et on doit aujourd'hui prendre encore cette question-là et agir. Sur la question du faire alliance, justement, et je pose la question de manière collective, peut-être à Angélique, Félicie ou Warda, est-ce que vous avez le sentiment que c'est facile de mettre tout le monde autour de la table, ou il y a encore quand même de sacrés freins à travailler ensemble sur ces questions-là? Angélique, allez-y, et Félicie après. Je me lance. Moi, mon entrée au réseau francophone des villes amies des aînés, c'est celle du vieillissement. Et sur cet enjeu du vieillissement, je rejoins ce qui a été dit sur la mobilité. On a effectivement une histoire de travail en silo dans les collectivités qui rend extrêmement compliqué ce travail multisectoriel et transversal qui est pourtant essentiel pour être vraiment dans la notion de développement territorial et d'attractivité finalement des territoires. On y arrive, mais l'enjeu, il est aussi de lutter contre le regard extrêmement stigmatisant qui est posé sur le vieillissement et sur l'idée dans les collectivités qui est assez commune, selon laquelle ce seraient les CCAS qui doivent travailler autour de ce sujet. Alors qu'en fait, ça touche à toutes les politiques publiques qui sont portées, tous les élus et tous les services. Ne serait-ce, parce que je l'ai expérimenté, je l'ai entendu de la part de seniors, que d'entretenir pendant l'automne les trottoirs pour éviter les glissades sur les feuilles mortes. Et c'est souvent un des freins à la sortie dans certaines villes de certains seniors, parce qu'ils ont la démarche pas très assurée, et parfois aller jusqu'à l'arrêt de bus, c'est risque de chute. Félicie Joby, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être? Oui, je voulais compléter. En effet, sur les territoires, peut-être, enfin, je suis pas sur le terrain en tant que tel, mais Warda sera peut-être plus, sera plus pertinente. Mais en tout cas, aujourd'hui, comme ça a été dit par Angélique et Thierry, ça prend du temps, mais il y a des choses qui commencent à rentrer dans ces enjeux de mobilité et ce besoin de travailler collectivement, mais ça prend encore du temps. Je ne sais pas si vous allez aborder le sujet plus tard ou pas, non, mais je peux le lancer Allez-y, maintenant. allons-y. de WeMove, on a justement, fort de ces constats, on a lancé en 2022 un cercle des partenaires engagés qui réunit justement le Rameau, le réseau Ville Amie des aînés et différentes instances comme Malakoff Humanis, AG2R La Mondiale, l'ADEME, la NCT, dans cet objectif finalement, comme le disait Thierry, de parler largement à tout le monde. Et ce cercle a vraiment pour objectif à la fois de faire prendre conscience des enjeux de la mobilité des seniors. Donc là, ça a une envergure nationale, mais l'idée, c'est de le remettre au niveau local et donc de faire avancer ce sujet-là. Et donc, on a mis en place un plaidoyer, on a rédigé, pardon, un plaidoyer. Ouais. Avec différentes préconisations qui étaient finalement de développer toutes ces plateformes de mobilité, l'accompagnement, de remettre l'humain au cœur de l'accompagnement, comme a pu en parler Thierry. Et du coup, on va lancer des expérimentations justement, et notamment une sur le territoire de Limoux. Donc c'était sur ça que je voulais reprendre. Il y a donc des liens alors.
En effet, on travaille déjà dans l'Aude, mais en tout cas, ça va aller encore plus loin. À Limoux, à Ivry-sur-Seine, sur l'île de la Réunion et aussi sur la communauté de communes des 7 vallées dans le Pas-de-Calais, avec l'objectif finalement de construire un modèle global de la mobilité. Donc, globalement, quels seraient les acteurs, quelle serait l'animation idéale, l'aménagement du territoire idéal sur un territoire pour que la mobilité soit la plus adaptée à nos publics, mais finalement en lien avec ce que disait Angélique tout à l'heure, pour qu'elle soit adaptée à tous et pas que aux seniors. Ça veut dire quoi? C'est que l'objectif de ces expérimentations, à la fin, donne un cadre, j'ai presque envie de dire, pas copier-coller, mais quelque chose d'assez proche pour n'importe quel autre département, n'importe quelle autre ville ou métropole, de pouvoir appliquer ce cadre de mobilité globale? Oui, le livrable final qu'on espère, en tout cas pouvoir proposer, c'est voilà comment ça fonctionne et comment il faut faire en sorte qu'on puisse développer ces solutions-là sur d'autres territoires. L'enjeu aussi, ces expérimentations, c'est de pouvoir aussi trouver un modèle de financement de la mobilité des seniors, puisqu'aujourd'hui, même si ça avance, c'est quand même des enjeux qui sont peu pris en compte dans la politique publique et c'est important de pouvoir faire avancer. Et donc, il y a quand même un enjeu aussi d'évaluation et de mesurer l'impact de ces accompagnements, de ces solutions qui sont mises en place, de comment les seniors se l'approprient, pour pouvoir faire prendre conscience à l'ensemble des partenaires et des acteurs qu'il faut travailler ensemble et qu'on peut construire un modèle idéal de mobilité. Allez, dernière question, parce qu'on arrive au terme de cet échange quand même, puisque ça fait déjà à peu près 50 minutes que nous échangeons sur cette question de la mobilité des seniors. Le temps passe vite. Quel est pour vous le frein qu'aujourd'hui il faudrait desserrer, quel que soit le niveau Non, je vois Angélique qui n'est pas d'accord avec moi. Si, c'était pas à moi que vous parliez. Je vais refaire ma question. Désolée. Non, c'est pas grave. Éruption temporaire. Éruption temporaire. On arrive au terme de cet échange. Quel est pour vous le frein qu'il faut desserrer aujourd'hui pour arriver à quelque chose qui permettrait finalement un chemin du fer alliance quasi parfait sur la question de la mobilité des seniors dans la ruralité? Peut-être commencer par vous, Angélique, je vous sens opiner, donc je vous sens prête à répondre. Oui, complètement. Moi, je pense que l'enjeu majeur, et qu'on retrouve là encore sur de multiples thématiques, c'est d'une part de remettre la citoyenneté des habitants au cœur des enjeux. C'est-à-dire leur donner la parole ? Leur donner la parole et de partir de leur capacité et de la manière dont ils sont une ressource pour les territoires, pour regarder ensemble comment cultiver cette ressource, s'appuyer dessus, pour favoriser finalement le vivre ensemble entre générations. Comme on le fait un petit peu dans le monde médical avec le fameux patient expert, c'est-à-dire qu'en fait l'expertise de la mobilité, elle est peut-être pas dans la tête uniquement de nos élus et de nos techniciens, mais plutôt dans la tête de ceux qui habitent le territoire. L'enjeu, il est dans la complémentarité entre les acteurs, entre la légitimité politique de l'élu, l'expertise technique du professionnel et l'expertise d'usage de l'habitant. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. On a besoin des trois, en fait, pour avancer, pour co-construire des solutions. Et moi, je trouve qu'on a une chance incroyable par rapport au travail qu'on fait tous les uns les autres réunis autour de cette table. C'est que on n'a jamais été aussi nombreux à vieillir autant. On découvre chaque jour des défis incroyables autour du numérique, autour de l'écologie. Et tout est à inventer. Donc on a une chance immense, c'est qu'on a le droit d'essayer des choses, on a le droit d'expérimenter, on a le droit d'innover. Et tout ça, ça doit concourir à améliorer la qualité de vie de chacun dans les territoires. Warda Califano. Alors, j'aime beaucoup ce que vient de dire Angélique sur le fait qu'aujourd'hui tout est à inventer, parce que ça veut dire qu'on peut se donner les moyens d'eux. Je vais peut-être répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour moi la mobilité fait partie aussi de l'éducation. On peut commencer dès le plus jeune âge et j'ai envie effectivement de vous partager que sur le terrain le constat est partagé par les différentes entités, qu'elles soient au niveau des prescripteurs, au niveau des financeurs. Il y a pas de sujet à ce niveau, c'est vraiment bien partagé. Après c'est le coût que ça peut représenter qui peut changer les choses. Mais aujourd'hui, Wimou est au cœur du sujet avec ce que j'entends pour vous, le levier à actionner, le frein à desserrer, c'est celui de l'éducation et qu'on commence dès le plus jeune âge à évoquer ces questions de mobilité, si j'ai bien compris. Complètement. Thierry Legendre, pour vous, le levier ou le frein à desserrer ou le levier à actionner? Ce qui est intéressant aujourd'hui, moi ça fait 30 ans que je fais du développement local, c'est qu'on est dans une phase de transition importante.
transition écologique, transition énergétique, vieillissement de la population, plein de choses, qui fait qu'on peut plus faire comme avant. Et je vois, moi, fourmiller des initiatives de toutes parts, dans tous les domaines. On remet des choses en question alors qu'on avait l'impression que c'était gravé dans le marbre pour les 200 prochaines années. Et du coup, ça en fait une période absolument passionnante. Alors, on a parfois du mal à suivre parce que quand on est comme moi sur plusieurs thématiques, ça bouge tellement de partout, il y a tellement de multi-acteurs que c'est bien quand des initiatives comme le Rameau et d'autres mettent un petit peu tout le monde autour de la table en disant arrêtons de nous éparpiller et parlons. Essayons de faire alliance pour aller à peu près tous dans le même sens. Mais en tout cas, voilà, la période est passionnante et surtout, faut desserrer tous les freins en fait. Qui pouvait y avoir jusqu'à maintenant. Allez, la mot de la fin est pour vous, Félicie. Quel serait le frein ou le levier, je faisais une contraction des deux mots, le frein ou le levier que vous desserreriez ou que vous actionneriez? Je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit, parce que je pense qu'on se rejoint globalement tous sur ces sujets-là, notamment ce que dit WeMove. Et je pense qu'il y a en effet un enjeu, comme ça a pu être dit au travers de ces échanges, de travailler de manière transverse et aussi de construire les choses de manière la plus inclusive possible pour que finalement ça soit le plus adapté à tous. J'espère que ça ne va pas relancer le débat, mais est-ce que la question du cadre légal parfois est contraignant et est-ce qu'aujourd'hui le législateur devrait se ressaisir d'un certain nombre de contraintes qui peuvent vous empêcher d'aller plus vite et plus loin et tout aussi bien qu'aujourd'hui? Allez-y, juste une rapide réponse parce que ça aurait pu faire une émission entière, je pense. Félicie, Angélique je prends la parole, je laisserai les autres rebondir, mais je pense qu'aujourd'hui, en effet, il y a des choses sur lesquelles on est contrainte et aussi des choses sur lesquelles aujourd'hui, il n'y a pas de cadre. Et du coup, tout le monde se jette un petit peu la pierre pour pouvoir avancer. Donc, il s'agit de remettre tout le monde un petit peu autour de la table et de se parler. Thierry, vous êtes d'accord avec ça? Vous qui êtes dans un cadre public encadré. Oui, on peut toujours effectivement simplifier, etc. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le plus gros problème aujourd'hui. Je pense que faut vraiment qu'on arrive à avancer collectivement. Et par contre, c'est la question effectivement du collectif qui me semble moi essentiel. Super. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce nouvel épisode de Comment vas-tu bien la planète. Vous avez envie de réécouter les autres épisodes? Eh ben, n'hésitez pas. Vous pouvez les retrouver sur vos plateformes de podcast préférées. Comment vas-tu bien la planète? Vous retrouverez tous les épisodes liés à l'académie, soit à la place des territoires, à l'économie, à la place du monde académique. Bref, tout autant de solutions pour faire alliance tous ensemble. Merci beaucoup Félicie, Joby, Angélique Giacomini, Warda Califano et Thierry Legendre d'avoir été nos invités de cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À très bientôt. Au revoir. Hello, salut, comment ça va?